J'ai envie de commencer sur une note un peu malicieuse. On est loin des fêtes de Noël où on met papier-mamie dans la cuisine. Oui, oui, on en est loin et en même temps, on sait qu'on veut protéger ceux à qui on tient. Et on sait aussi qu'on a des doses, on sait comment les protéger, on sait comment protéger les plus fragiles, que ce soit les plus âgés ou les plus jeunes. Et donc, j'allais dire, d'une certaine manière, il n'y a pas de dramatisation à avoir. Il y a un risque, mais ce risque, on sait y échapper. Mais une Donc, certaine gravité quand même. oui, parce que d'une certaine manière, et c'est normal, on a tous un peu banalisé le Covid, la grippe, la bronchiolite. Or, on sait aussi que notre système de santé, il est très fragile et que si tout d'un coup, en pleine vacances de Noël, il y a beaucoup de malades qui arrivent dans les services, ça va être non seulement des malades dont certains vont être dans des situations très graves, mais aussi une pression très forte sur le système de santé. Et donc cet appel, il est solennel pour rappeler qu'on a l'outil, qu'on sait comment faire, on a des vaccins, ils sont fiables, ils l'ont montré, et il est encore temps, c'est pas parce que Noël est dans 10 jours, il est encore temps de se faire vacciner. Donc un moment de gravité, un appel solennel. Margot, on en est où précisément sur ces 3 épidémies principales? Alors sur le Covid, ça augmente sans qu'on puisse donner évidemment avec précision le nombre de cas parce qu'on n'a plus les indicateurs dont on disposait au pire de la pandémie. Ça augmente en ville, à l'hôpital, même si l'impact reste pour l'instant faible. Progression également dans les eaux usées, progression de 28% la semaine dernière dans les 12 sites de traitement qui sont étudiés. Pour la grippe, vous le voyez, l'épidémie débute en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il y a 8 régions de métropole qui sont en phase pré-épidémique, c'est donc le début. Quant à la bronchiolite, tout l'hexagone reste en phase épidémique, mais on pourrait avoir franchi le pic ou le franchir cette semaine, ça reste à confirmer. En tout cas, si on regarde l'impact à l'hôpital, il a été bien moindre que l'année précédente. Faut-il y voir un impact du traitement préventif administré aux nourrissons depuis le 15 septembre? On peut vous poser les questions, monsieur le ministre. Écoutez, moi je suis très prudent parce que on verra, on aura des données scientifiques. Ce qui est sûr, c'est qu'on a beaucoup moins de nourrissons tout petits qui sont en réa pédiatrique. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas la même courbe justement de gravité que nos voisins. Donc, je pense que le traitement qui s'appelle le Beyfortus a contribué à ça. Et je pense que l'adhésion des jeunes mamans et des jeunes papas à ce traitement qui a été au-delà de ce qu'on pensait, 60, 70%, jusqu'à 90% à Mayotte, a sans doute contribué à ce qu'on ait moins de cas de très très jeunes enfants de moins de 2 mois qui soient hospitalisés. Et moi, c'est non seulement important pour le système de santé, mais c'est aussi très important parce qu'on sait le traumatisme que ça peut représenter pour des parents d'avoir son bébé en réanimation. Donc, je pense que c'est le combo, hein, c'est les gestes barrières, c'est moins exposer ses enfants à la vie sociale quand ils sont tout petits. Et je pense que ce traitement d'immunisation qu'on avait fait le choix, on est un des seuls pays au monde à avoir acheté ce traitement et administré ce traitement. Je pense que ça y a contribué, mais on va rester extrêmement prudent. Vous avez déjà commandé des doses pour l'an prochain? Mais on est déjà en discussion. On avait commandé des doses au printemps dernier. Mon prédécesseur l'avait fait alors que le traitement était encore en phase d'étude. On s'est battu pour avoir encore plus de doses et pour pouvoir assurer qu'on a des doses jusqu'à la fin de la saison hivernale pour tous les nouveau-nés et leurs parents qui le souhaiteraient quand ils naissent. Donc on aura administré à la fin de l'hiver 250 000 doses de Beyfortus et on est déjà en discussion évidemment avec les laboratoires, mais il se trouve que beaucoup de pays du monde désormais sont très intéressés par ce traitement. Covid et grippe. Vous appelez donc à la vaccination. Aujourd'hui, ce sont les seniors qui doivent y aller en priorité et ce sont ceux qui ne sont pas vraiment au rendez-vous. Un quart seulement sont allés se faire vacciner. Alors, on a franchi deux chiffres symboliques et donc on n'est pas non plus, on va pas se flageller. On est à 10 millions de vaccinés contre la grippe et on est à 5 millions de vaccinés contre le Covid. Ce qui est sûr, c'est que effectivement faire sa 4e, sa 5e Il y a un ras-le-bol du dose, vaccin. oui, il y a une lassitude. Je ne sais pas si ça va jusqu'au ras-le-bol, il y a une lassitude et il y a une banalisation. Mais, je dois le dire, et ça n'est pas pour faire peur, c'est là. Ma responsabilité, c'est pas de dire aux gens comment ils doivent vivre ou de les inquiéter, mais c'est de leur dire la réalité, c'est qu'une personne âgée, fragile, on peut et on aura encore des décès du Covid et on a un vaccin qui fonctionne. C'est aussi
pour les gens qui sont en contact avec ces personnes fragiles. Et c'est vrai que les fêtes de Noël vont être un moment où on se retrouve et on serait tous plus rassurés si les chiffres étaient plus élevés. Ils sont déjà beaucoup plus élevés que l'an dernier sur la vaccination au Covid. Sur la grippe, on est en train de rattraper le retard, mais l'épidémie arrive juste maintenant. Donc j'allais dire, c'est encore plus le bon moment pour le faire. Et mais vous appelez tout le monde à se faire vacciner, c'est-à-dire tous ceux qui vont se retrouver en famille, pas forcément les seniors? Non, les seniors, c'est la priorité des priorités, c'est eux qu'il faut protéger. Donc c'est priorité maximale. Après, pour le Covid, tout le monde est éligible à cette vaccination. Et puis pour la grippe, on sait aussi qu'il y a des facteurs de risque. Et donc, il faut y aller. Les personnes qui ont déjà une santé fragile, notamment les personnes qui sont immunodéprimées. Donc c'est ça, c'est aussi le réflexe du test. Voilà. Et puis, ce que je veux dire aussi, c'est que par rapport, on a connu ça... Et à l'époque, dans d'autres fonctions, j'étais sur votre plateau il y a 4 ans. C'était la galère pour se faire vacciner. Si on, voilà, alors là, justement, c'est le paradoxe. C'est-à-dire que les vaccins sont là. Les vaccins sont là. Vous appelez à y aller, les gens n'y vont pas. Il y a quoi? Il y a un rejet de la vaccination aujourd'hui, après les polémiques qu'il y a pu y avoir pendant le Covid? Moi, je pense qu'il y a d'abord, comme vous le disiez tout à l'heure, une forme de lassitude. Et puis, on pense toujours que c'est plus compliqué que ce que ça n'est. Vous allez aujourd'hui dans une pharmacie, le pharmacien peut vous vacciner immédiatement. Ça n'est pas compliqué. Alors évidemment, on se dit, est-ce que je vais avoir le contre-coup du vaccin, mal au bras, etc. Ça peut arriver, mais c'est d'abord des vaccins qui vont nous permettre de ne pas être malades. Et on a tous vu autour de nous le Covid qui reprend un peu. Il est évidemment très loin des niveaux qu'on a connus pendant la phase la plus dure de l'épidémie. Mais il reste là, il faut vivre avec, et vivre avec, c'est utiliser les vaccins qu'on a pour se protéger. Donc cet appel solennel à la vaccination, lassitude vis-à-vis de la vaccination, lassitude aussi avec les gestes barrières. Si on regarde la dernière enquête Coviprev de Santé publique France, on voit que seuls 15% des Français disent porter le masque en présence de personnes vulnérables, et à peine la moitié, enfin un peu plus de 54% des personnes ayant des symptômes type fièvre et tout, porteraient le masque. Est-ce que vous appelez aujourd'hui à un retour des masques? Certains hôpitaux l'ont fait déjà. Oui, après, moi, je pense la santé publique, c'est un exercice de ténacité. On est sorti de l'obligation. Voilà, il y a encore une fois, il y a 3 ans, personne n'imaginait mettre un masque quand il tousse. Voilà, ce matin, j'étais dans une rencontre où il y avait quelques centaines de personnes dans une salle. Bon, il y avait quelques personnes qui portaient le masque. Ça ne serait jamais arrivé auparavant. Mais oui, ce réflexe des gestes barrières, on pourrait aussi les appeler des gestes d'hygiène de base, voilà, qui est présent dans plein de pays dans le monde. Il faut qu'on l'ait un peu plus, a fortiori quand on approche de Noël, a fortiori quand on est jeune. Et c'est vrai que de temps en temps, vous voyez à côté de vous des gens tousser, vous avez envie de leur dire, mais vous avez fait un petit test, ou au moins est-ce que vous portez un masque? C'est du civisme et c'est de la solidarité. Pour moi, c'est pas de l'obligation ou de montrer du doigt. C'est qu'on est ensemble, on veut vivre ensemble, on veut franchir ces difficultés ensemble. Ça s'appelle la solidarité. Appel donc à aller se faire vacciner, à la prudence. Les gestes barrières seraient les bienvenus avant les fêtes. Quelques questions d'actualité. La revue Prescrire, hier, revue qui, chaque année, publie une liste de médicaments jugés plus dangereux qu'efficaces. On a découvert, alors, tous les médicaments pour le rhume, on connaissait les alertes. On a découvert hier, on en parlait ici avec Margot, le Smecta, le Vogalène, le Vogalib, le Smecta avec du plomb. Est-ce qu'on a laissé les Français prendre des médicaments dangereux pendant des années? Je crois qu'on n'a pas laissé les Français prendre des médicaments dangereux. Il y a aussi des évolutions dans l'analyse des conséquences pharmacologiques et sur le corps humain de certains médicaments. Et donc, on actualise très régulièrement. Et c'est vrai, je pense que petit à petit, nos concitoyens savent et comprennent que les produits anti-rhume qui sont censés tout bloquer en quelques jours, non, c'est pas si évident que ça. Je pense que c'est aussi compris sur le paracétamol et son utilisation qui est massive. Et puis, en effet, on a des médicaments qui sont entrés dans nos vies quotidiennes et qui font de l'automédication dont les Français se prennent sans forcément avoir vu de médecin. Et c'est là qu'il faut qu'on réactualise et qu'on soit, j'en prends ma responsabilité, meilleur dans la transparence sur les effets secondaires. Aucun médicament, ce sont des produits de santé, aucun médicament n'est
n'est un morceau de sucre. Est-ce qu'on les retire, ces produits? Est-ce qu'on retire le Smecta? On va examiner. Le premier élément, c'est évidemment d'avoir d'analyser l'efficacité médicale. Et puis après, sur ces médicaments comme sur d'autres, on fait des balances bénéfices-risques. Il y a des médicaments qui ont des effets secondaires, mais qui ont aussi des effets pour soigner des pathologies. Et donc, on fait cette balance-là. Je pense qu'on a un effort global de transparence à faire et un effort aussi qui renvoie à d'autres débats, c'est que en France, on a tendance à tous être un peu pharmaciens dans nos têtes, avec des armoires à pharmacie bien remplies. Le médicament n'est pas un produit de consommation. Le chef, c'est vous, j'ai envie de dire, pour faire simple. Donc vous n'excluez pas de retirer ces produits-là après analyse? Je pense que, enfin, en tout cas, moi, ma seule ligne, c'est la science. Si les autorités, et il y a une agence qui est d'ailleurs autonome d'analyse de la sécurité du médicament, je me plie évidemment à toutes les instructions qu'elle donnera. En l'espèce, le chef, ce sont les scientifiques. Margot, un autre sujet. Les pénuries. Effectivement, les pénuries de médicaments. Il y a 3 semaines, vous avez tenu une réunion au ministère avec tous les acteurs où ils se sont engagés à faire des efforts, les industriels, les grossistes répartiteurs, les pharmaciens. Il y a toujours de grosses difficultés d'approvisionnement, notamment pour les antibiotiques, l'amoxicilline pédiatrique. Pourtant, les pharmaciens nous disent que les industriels ont 3 à 5 mois de stock, comme la loi les y oblige. Alors que se passe-t-il? Pourquoi les pharmaciens et donc les patients n'en voient pas la couleur? Alors, c'est toujours évidemment, moi, préoccupation numéro 1, parce que c'est extrêmement difficile pour nos concitoyens d'aller d'une pharmacie à l'autre pour trouver. La situation, elle est différente de l'an dernier. Petit 1, on a les stocks sur le territoire national. Donc, effectivement, il y a 3 semaines, à l'issue d'un travail avec eux, les industriels, tous les acteurs de la chaîne de la pharmacie se sont engagés à remettre de la régulation. Quelle est la situation aujourd'hui? Il y a trois grandes catégories. Il y a des médicaments sur lesquels, ça y est, ça va mieux. Les corticoïdes, par exemple, dans une période épidémique, ça n'est pas rien de le dire. Donc, on a beaucoup moins de ruptures. On a sur le paracétamol beaucoup moins de ruptures également. Il y a eu des engagements qui ont été tenus par les industriels. Ça frémit, mais pas assez fort sur l'amoxicilline. Donc ça, c'est ce sur quoi on met l'accent, et notamment, j'ai encore demandé hier à l'Agence nationale de sécurité du médicament de remettre un coup. Et puis, il y a toutes les doses pédiatriques où on a une difficulté qui est européenne, qui est notamment, ça peut paraître fou dans le monde dans lequel on vit, mais c'est les petites bouteilles en verre où on a des ruptures d'approvisionnement. Mais là, votre pharmacien, il est aussi capable de vous accompagner pour dire... on coupe la gélule en 2, ou je vous fais une préparation pédiatrique. Donc là aussi, les pharmaciens, ils sont des pivots du système de santé pour tout cela. 2 questions d'actualité rapidement pour terminer. 2 acteurs qui vous interpellent directement. L'UFC Que Choisir, ce matin, vous demande d'agir sur les dépassements d'honoraires. Tout médecin qui s'installerait dans une zone où il y a déjà trop de médecins, une zone bien dotée, voire surdotée, devrait s'installer en secteur 1 pour faire jouer la concurrence et faire baisser les prix et limiter les dépassements d'honoraires. Vous dites oui ou vous dites non? Moi, je dis aujourd'hui, il y a des négociations qui sont engagées entre l'assurance maladie et les médecins. Mon sujet, c'est que je crois que c'est plutôt de la confiance, plutôt que la coercition qu'il faut rétablir. Après, il est certain qu'on a devant nous, il faut qu'on aide et qu'on accompagne pour que les médecins ils s'installent là où il y a les plus gros besoins. Mais moi, ce dont je suis sûr, parce que je le vois au quotidien dans toutes les visites que je peux faire, c'est que les médecins ils s'installeront pas parce qu'il y a une décision administrative, ils s'installeront parce qu'il y a un projet médical avec d'autres professionnels de santé, et ça peut marcher en Dordogne, dans le Gard, comme dans une grande métropole. L'attractivité, elle passe par l'intérêt et le sens du travail pour les professionnels de santé, quels qu'ils soient. Et si on met des règles et des impositions administratives et technocratiques, à la fin, on va se planter parce que ils choisiront peut-être notre métier. Dernière question, 48 addictologues ont signé une tribune, ils vous interpellent, le gouvernement n'en fait pas assez sur la lutte contre la consommation d'alcool, tout cela à l'approche du Dry January. Est-ce qu'on ne fait pas assez de messages de prévention sur les dangers de l'alcool comme on le fait sur les cigarettes? Alors moi, on passe ces messages de prévention. L'alcool, c'est 45 000 décès évitables par an. Donc il n'y a absolument aucun doute. On a fait une campagne, justement une campagne de réduction des risques pour parler plus aux jeunes, parce que c'est le plus
le plus bouleversant, c'est quand des jeunes tombent dans l'alcoolisme. Donc, il ne faut pas banaliser la consommation d'alcool. Et par ailleurs, on doit aussi avoir une réflexion sur soi-même. Moi, si je prends mon exemple, pardon, je suis très sédentaire, un peu stressé par moment. Et ben là, je me dis, je vais essayer de profiter de ce mouvement collectif, moi, pour ne pas consommer d'alcool. C'est pas, là aussi, c'est pas le gouvernement qui vous dit vous devez vivre comme ça ou vous devez vivre comme ça, mais qui dit en fait il y a des risques associés à la conso d'alcool, donc il faut pas en abuser. Et c'est ça, c'est la réduction des Les risques, addictologues c'est essentiel. vous reprochent une proximité peut-être trop forte avec les lobbies de l'alcool. Ouais, enfin, moi, je n'ai jamais croisé de lobby de l'alcool personnellement. Le ministère de la Santé, il est engagé depuis des dizaines d'années sur des campagnes de lutte contre l'alcool. Moi, j'aurai un combat en 2024, c'est l'alcoolisation fétale, parce que j'assume de dire que j'ai 2 priorités sur l'alcool. La jeunesse, c'était la campagne qu'on a lancée en septembre, et l'alcoolisation fétale, c'est-à-dire le premier verre d'alcool pour une femme enceinte, ce sont des risques graves pour le bébé. Voilà, donc il faut avancer comme ça. Encore une fois, la santé publique, c'est aussi un travail de conviction, quelquefois de coercition, et on peut aussi mêler les deux. Mais si ça n'est pas compris, de toute façon, c'est rejeté et ça ne fonctionne pas. Merci beaucoup. Aujourd'hui, Merci, vous apportez le votre ministre. soutien à l'opération Janvier sobre? En tout cas, moi, je serai sobre. J'ai d'ailleurs commencé maintenant. Et ce qui est sûr, c'est que il faut pas qu'on stigmatise ceux qui ne boivent pas. C'est pas des gens qui sont moins sympas que d'autres, etc. Donc, on doit être assez, comment dirais-je, il faut qu'on s'ouvre là-dessus. Et après, c'est à titre personnel, moi je suis toujours très très méfiant ou prudent quand on dit tiens, le gouvernement lance une campagne pour savoir comment vivre pendant un mois. Ça me laisse, voilà. Après, je donne mon exemple à moi et je dis pourquoi j'ai fait le choix d'un peu plus de sobriété en cette matière. Merci beaucoup, Merci. Monsieur le ministre, d'être venu répondre à nos questions. On rappelle votre message, cet appel à la vaccination pour passer des fêtes de fin d'année sereines.